Bienvenue, nous sommes en direct et je suis ravie de vous retrouver comme chaque mardi en direct pour parler santé sur Canal Algérie. Baccalauréat ou brevet d'enseignement moyen ou BEM tout simplement. Quelques jours nous séparent des examens de fin d'année qui sont souvent source de stress pour les enfants mais aussi pour leurs parents. Avec l'arrivée de l'échéance, nos adolescents sont pris dans une spirale de stress entre le désir d'avoir de bonnes notes ou surtout de ne pas avoir de mauvaises notes. En cause, la société de la réussite à tout prix. L'école, mais surtout nous, parents, qui semblons vouloir tout contrôler. Comment identifier un stress scolaire ou un stress d'examen et pouvoir aider nos enfants à le gérer au mieux? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec mes invités ce soir. Et j'ai le plaisir de recevoir le professeur Majid Tapti. Vous êtes pédopsychiatre, chef de service à l'EHS Cheraga. Bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci à vous. Vous êtes maintenant un habitué de l'émission, tout comme mon deuxième invité ou ma deuxième invitée, Aïda Mechri. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes psychologue à l'ONPPE, l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance. Bienvenue à vous deux pour sensibiliser à la veille de ces examens qui sont souvent, comme je le disais à l'instant en préambule, source de stress. Alors il y a le stress aigu et le stress chronique. On s'intéresse ce soir plus au stress chronique ou au stress pathologique. Le stress, c'est censé être quelque chose de positif, hein, professeur, quelque chose qui nous rend performants. À quel moment il devient dangereux? Ça dépend sur quel angle du prisme vous allez regarder le stress. Maintenant, puisque le contexte actuel et la situation dont on va parler, c'est le bac, c'est le bac et le BEM. Oui. Effectivement, moi je conçois mal. Si je regarde les choses positivement, je conçois mal un étudiant, un adolescent qui va passer son BEM ou son bac. Elle n'est pas stressée, c'est pas normal. Donc là, je parle du stress positif, du stress désinhibiteur, le stress qui permet à nos capacités de cognition de s'améliorer, d'être au diapason et de répondre aux exigences qui est le bac ou bien l'examen. Maintenant, si on regarde le prisme, du côté négatif des choses, mais bien sûr, le stress, il est destructeur. Quand il vous inhibe, quand il vous noie, quand vous êtes incapable de faire la ressource cognitive et d'être concentré à votre échéance qui est le bac, là, bien sûr, c'est le côté négatif qui l'emporte. Et bien là, ça devient destructeur, ça devient inhibiteur. Et ça, c'est très mauvais pour l'examen et pour la santé. Voilà. Oui. À quel moment il nous fait perdre nos moyens, Aïda Mechri? À quel moment, quand ça dépasse un peu les limites, la capacité de l'enfant ou de la famille de gérer un tout petit peu les moments difficiles, les événements difficiles. Et je crois que c'est dans ce contexte qu'on parle de l'aide et du soin, comment accompagner, comment écouter justement par rapport à ces moments. C'est là où il faut vraiment réparer. Sinon, il y a quelque chose qui s'installe dans le temps, que ce soit par rapport au comportement des parents qui changent dans le temps, ça devient plus agressif, plus gênant pour les enfants, ça devient plus anxieux, un climat toxique à la maison. Il n'y a pas que les parents, on va en parler de toutes les manières. Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est un trouble de l'adaptation? C'est-à-dire, à un moment donné, on n'arrive plus à s'adapter à une situation donnée. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Si on l'associe bien sûr à plusieurs facteurs. Vous savez très bien aujourd'hui qu'on aborde une thématique très riche dans laquelle, voilà, si on revient un tout petit peu à son contexte, à ces facteurs qui peuvent bouleverser l'enfant dans ses enjeux, oui, probablement que c'est important de pouvoir lire dans les différences, comment pouvoir s'aligner, comment pouvoir vraiment lire le comportement de l'enfant. Se retrouver avec des parents anxieux eux-mêmes qui ont pris l'habitude de pouvoir vraiment gérer les choses à la baguette. Voilà, c'est cadré, il ne faut pas vraiment dépasser les limites. À la peur. Voilà, ou par exemple par rapport à leurs exigences. Vous savez, le phénomène de honte, le phénomène dans le regard, plaire au regard de l'autre, que ce soit des professionnels, les enseignants ou les proches, on va dire, pour ne pas dire les parents, les personnes proches. L'environnement. À qui on veut plaire, on veut vraiment réussir et puis voilà. Professeur Tapti, on stresse lorsque on nous demande quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse nos ressources ou pas? Enfin, il y a beaucoup de ça, mais aussi il y a le fait, par exemple, puisqu'on parle du bac et tout, c'est tout un contexte environnemental. D'abord, il y a le contexte familial et le contexte environnemental. Vous savez, quand il y a un échéancier du bac, par exemple, vous savez, quand, par exemple, les parents placent la barre très haut, il y a ce surinvestissement, il faut avoir le bac. Donc là, vous allez créer des mécanismes chez l'adolescent ou l'adolescente qui va passer, c'est-à-dire qu'elle va surpasser ses capacités, donc elle va se stresser.
Maintenant, si les conditions de famille sont très favorables, c'est agréable. Voilà, donc il n'y a pas de stress. Mais le stress exogène va inhiber cette jeune fille ou ce jeune garçon à l'échéance. Et aussi, si, par exemple, le bac, je l'ai toujours dit, je ne le dirai jamais assez, le bac, c'est une planification. Il ne se prépare pas à la dernière minute. Oui. Ils préparent au minimum 3 ans avant. Déjà, les parents doivent préparer leurs enfants. Il y a un échéancier, c'est un bac. Et aussi, il y a un facteur très important, c'est-à-dire que les parents doivent préparer leurs enfants à l'échec aussi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre bac, c'est pas fatal. C'est-à-dire qu'on fait un surinvestissement, il faut avoir le bac. Il y a cette exigence, l'enjeu, voilà. Cette exigence extrême. Donc, après, vous savez, chaque adolescent, chaque bachelier est différent de l'autre. Chacun a son rythme. Si l'adolescent ne peut pas répondre à l'exigence qui lui a été demandée, si comme une perche, vous avez les 6 mètres, vous ne pouvez pas les sauter, vous allez les sauter, et vous êtes obligé de les sauter, vous n'avez pas les capacités, qu'est-ce que vous allez faire? Il y aura le stress qui va vous envahir, et après, bien sûr, c'est l'échec. Et en plus, c'est cet échec, vous n'êtes pas préparé, et après, on connaît d'ailleurs les conséquences. Il y a des conséquences sur la santé. Il y a les conséquences sur la santé, et on voit malheureusement un peu les fugues post-bac, les tentatives de suicide, on voit beaucoup de choses. Oui. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas malheureusement à l'échec. Il y a des répercussions qui sont beaucoup plus graves. Je vais vous inviter à regarder un reportage justement qui a essayé de sonder pour nous comment se préparent justement ces candidats au BEM notamment. On a posé la question aux collégiens. C'est un reportage signé Yasmine Moussaoudi. Regardez. À l'approche des examens de fin d'année, plusieurs élèves se retrouvent en situation de stress intense. Un stress qui peut s'avérer handicapant le jour J. Dans ce collège en plein cœur de la capitale, ce sentiment commence à se faire sentir. Je suis stressée parce que البيان وكاع ونحس روحي مانيش واجده دي فوا وكاع وكم كاين بزاف لي ماتيغ تاع حفاظه وكاع تما الخوف نخاف تخلط لي ليكزامان قرب كل ما يقرب كل ما كتزيدي تستريسي اكثر ستريسي اون بليس بزاف ديال لي لوسون تما ما تقدريش شغل بزاف في الضغط هذا ما كان راني خايفه هكذا شغل لا شارج بزاف دروس منا هكذا على بها. Vais-je réussir? Serai-je à la hauteur? Ai-je suffisamment révisé? Ce sont autant de questions que l'élève se pose avant l'examen, des questions qui peuvent être source d'angoisse et de perturbation. Une préparation au préalable est nécessaire afin de gérer au mieux ces situations le jour J. Le fait qu'il sache où le jour J, automatiquement il va être préparé. Et préparer à ce genre de trucs. Et en plus, on va l'aider à faire ce genre d'exercices, par exemple la respiration abdominale, une petite relaxation. Le fait qu'il sort pour 1 minute ou 2 minutes dehors, il respire un petit peu, il boit un verre d'eau, et puis voilà, on va dire il reprenait, il dégage les monologues. Pour se débarrasser de ses pensées, le rôle des parents est primordial en cette période. Un accompagnement est nécessaire de leur part afin d'éviter les mauvaises surprises le jour de l'examen. Il ne faut jamais faire de reproches le jour parce qu'il y a des parents qui pensent qu'ils au contraire le taux de stress les parents c'est de rassurer l'enfant et en le rassurant automatiquement une confiance en soi l'examen avec une certaine quiétude, avec une certaine tranquillité, avec une certaine paix à l'intérieur de lui. En plus de l'accompagnement psychologique, avoir une bonne hygiène de vie est essentiel. Bien manger, dormir suffisamment et s'accorder des pauses de temps en temps sont autant de facteurs qui facilitent la concentration et la mémorisation et qui mettront par là même l'élève dans les meilleures conditions pour aborder son examen. Oui, justement, c'est la thématique du jour, comment donner au mieux et permettre à nos enfants justement de pouvoir être à l'aise ce jour, le jour de l'examen. Alors, est-ce qu'on voit beaucoup d'enfants stressés? Aïda Mchri, vous représentez un organe quand même de protection et de promotion de l'enfance. Est-ce qu'on voit de plus en plus d'enfants stressés aujourd'hui? Moi, je dirais, vous me tendez la perche pour que je puisse parler un peu de ces psychologues qui nous accompagnent à travers le numéro vert, dans l'écoute, l'accompagnement aussi des familles. Oui, de plus en plus. Aujourd'hui, il n'y a pas tabou. Est-ce qu'il y a des psychologues aujourd'hui au niveau de certains établissements, les jours de l'examen, parce qu'il y a des enfants qui craquent? C'est les cellules de crise installées. On a vu quand même, ils étaient très pratiques dans les situations de panique, trac, là où ils ont soutenu plusieurs enfants. On va dire que ce n'est pas généralisé sur tous les établissements, mais l'expérience, elle est
elle est bonne pour pouvoir vraiment soutenir les professionnels d'un côté, de l'autre, les enfants directement liés à ce contexte d'examen, tout ça. Ça ne peut être qu'utile parce que, vous savez, une parole, quand on appuie sur la vraie parole pour pouvoir soutenir la personne, je crois que c'est le seul moyen pour pouvoir la libérer de tout ce qui peut être angoissant, facteur angoissant. Il sert à quoi, juste le numéro vert? Il sert à ça aussi? C'est une fenêtre ouverte sur toute parole, tout appel de détresse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, son expérience, et voilà qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec le professeur Tepti dans tout le travail de la... Qui travaille beaucoup voilà, de concert avec vous. Oui, et puis surtout par rapport à la comité thématique de la santé de l'enfant, on continue toujours à travailler tout l'apport des signalements par rapport au droit, à l'atteinte des droits de l'enfant. Aujourd'hui, vous savez très bien que c'est important de pouvoir agir, de pouvoir soutenir les enfants dans les détresses, les moments difficiles, dans les passages à l'acte. Il a beaucoup souligné un tout petit peu les passages à l'acte, les moments difficiles dans les familles déchirées qui ont besoin d'étayage, mais aussi l'accompagnement. Je crois que c'est l'une des parties soutenues et apportées par rapport au travail de la cellule pour pouvoir écouter les familles, soutenir, mais aussi apporter cette technicité. Comment pouvoir vraiment gérer une parole, comment pouvoir accompagner les enfants, et pas uniquement les enfants scolarisés dans les établissements, mais les enfants aussi à besoins spécifiques, les enfants qui ont besoin d'être accompagnés dans des contextes particuliers, dans un travail particulier, ça reste un apprentissage. Oui, alors Aïda Mchri a parlé un peu des... Vous me tendez une perche, elle a parlé un peu des familles déchirées, justement. Alors ça, c'est un facteur de risque pour les enfants stressés, parce que finalement, nous ne sommes pas tous, ou tous les enfants ne sont pas égaux devant le stress. Absolument, il faut savoir que le stress est un dénominateur commun à toutes les personnes. Mais maintenant, si ce stress est généré dans des conditions familiales, par exemple des parents déchirés, aujourd'hui on assiste à énormément de divorces, de séparations, des familles fracturées. Des conditions, c'est des conditions socio-économiques. Le rythme scolaire qui est aussi hyper chargé, il y a beaucoup de facteurs. Maintenant, l'autogestion du stress, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème qui se pose, ce sont les parents. Enfin, sans les incriminer ou les culpabiliser, pas du tout. Mais aujourd'hui, ils se projettent à travers leur enfant. C'est-à-dire qu'ils demandent à leurs enfants ce qu'eux n'ont pas pu réussir. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande... Moi, j'ai reçu dans mes consultations où ils fixent déjà la barre de la moyenne. C'est-à-dire il faut avoir un 18, il faut que tu fasses médecine, il faut que tu sois pilote, il faut que tu sois architecte. C'est-à-dire, en fait, quelque part, l'échec de l'enfant est un peu l'échec des parents. C'est comme ça qu'on le conçoit, peut-être. Absolument. Et après aussi, ce stress, vous savez qu'il y a des gens, il y a des personnes qui passent leur bac, elles sont hyper préparées, il n'y a pas de souci. Et à la fin, il suffit qu'ils butent sur une question, il suffit qu'ils se stressent parce qu'il n'a pas assez de temps. Je donne toujours l'exemple, ceux qui ratent les pénaltys, ce sont les grands joueurs. Oui. Paradoxalement parlant, ils ratent le pénalty. Pourquoi? Pour des raisons de stress ou pour autre raison. Mais généralement, les gens qui sont bien préparés, les gens qui ont fait une planification, où le cadre familial est agréable, je dis agréable, juste agréable. Équilibré. Équilibré. Et qu'il est préparé, et qu'il sait que ce n'est pas une finalité en soi, et qu'il a toutes les capacités de l'avoir, il a une confiance en soi, ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. Par contre, on a remarqué que quand on fixe la barre très haut, et que l'enfant, l'adolescent, pardon, enfin je parle de l'enfant parce qu'ils ont passé la 6e aussi, donc les adolescents... Non mais là, le BEM, c'est des enfants encore, ils ont 14-15 ans. Pratiquement, voilà. Je dirais des adolescents. Et d'ailleurs, lors de la 6e, la dernière fois, quand moi-même j'étais papa d'un enfant qui a passé la 6e, et j'ai regardé les enfants comme ça, il y a des enfants heureux, il y a des enfants stressés qui pleuraient, il y a ceux qui ne sont pas pleurés. Là, le rôle des parents, il est très, très, très important. Et puis l'école aussi. Durant l'année du bac, puisqu'on parlait de psychologue, il faut qu'il y ait une préparation psychologique. C'est-à-dire qu'on prépare finalement les enfants à une finalité, c'est comme si c'est la fin du monde. Alors que c'est archi faux. Il faut préparer, il faut mettre son stress à un degré supportable, juste supportable. Et après aussi, il y a toute une préparation, elle n'est pas que psychologique. Vous savez, les enfants aujourd'hui... On ne relativise pas, en fait. Absolument. Et l'enjeu, on a l'impression que l'enjeu est très important quand on parle d'examen de fin de cycle. C'est vrai que les parents ont tendance à présenter ça comme un enjeu très important, un examen de fin de cycle. C'est notamment le bac, parce que peut-être c'est celui qui va décider du devenir de cet enfant. Alors que c'est faux. Alors, quelque part, non. Quelque part, si, c'est pas complètement faux, parce que c'est sa carrière. Même si vous ratez votre bac, vous allez le refaire. Il y a la manière de faire. Oui, vous ratez votre bac, vous allez le refaire, vous allez avoir une meilleure moyenne. Il faut regarder toujours les choses positives.
Donc maintenant, si il y a cet esprit, un état d'esprit social, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a les exigences sociales aussi. Hein. Justement, j'allais y revenir parce que professeur Tapti, j'ai pas envie d'être, il a beaucoup parlé, enfin j'ai envie de dire, vous avez beaucoup parlé des parents. Oui, effectivement, les parents se projettent souvent à travers leurs enfants, mais j'ai l'impression aujourd'hui aussi que c'est la société qui a changé quand on dit que les parents d'il y a 20 ans ne sont pas les parents d'aujourd'hui. C'est parce qu'il y a tout un environnement qui a changé. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'il y a 20 ans, la société n'est pas la même, les enjeux ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui a changé au juste finalement, Aïda? Énormément dans la communication, tout a basculé vers un monde beaucoup plus rapide, numérique, là où il nous invite à voir un tout petit peu cette technologie d'une manière différente pour pouvoir vraiment habiter cet espace avec nos enfants. Je crois que c'est de notre devoir aujourd'hui, et c'est à nous, professionnels, parents, de faire l'effort de pouvoir les accompagner dans tout ce qui peut nourrir leurs loisirs, activités, dans leur épanouissement, dans leurs droits. Aujourd'hui, vous savez, ce qui était un enfant quelques années en arrière, il n'est pas l'enfant d'aujourd'hui pour la simple raison que c'est important de l'inviter à utiliser sa créativité, à communiquer mieux, à vivre les espaces d'une manière différente. Mais voilà que la rapidité et tout le contexte, si on n'a pas les outils, la bonne manière de pouvoir être des bons parents, suffisamment bons, je dirais, pour pouvoir écouter, étayer, mais leur permettre aussi de vivre leurs compétences à leur rythme et à leur manière, ben voilà, on devient exigeant quelque part parce que pour la simple raison, voilà, on veut qu'ils réussissent à tout prix. L'échec d'aujourd'hui nous menace tous et puis voilà, le point d'interrogation revient pour nous inviter à travers un passage comme aujourd'hui de dire doucement, il faut probablement réfléchir doucement, il faut probablement accepter nos enfants dans leurs différences, il faut probablement arrêter de offrir comparer. Vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation à la peur, ça c'est une erreur, hein. Voilà, les menaces contre un enfant, et puis il y a aussi voilà ce que vous venez de dire. Vous m'invitez à parler un tout petit peu de tous les événements organisés pour les festivités de la fête de l'enfant de cette année. La participation de l'enfant qui revient à un droit majeur. Permettre à un enfant de participer, de dire les choses, je crois que c'est les déclics qui nous invitent aujourd'hui à changer avec nos enfants pour les écouter. Les ados, ils ont leur manière de nous inviter à voir leur monde. Nous, probablement avec notre éducation, avec ce qu'on a comme bagage culturel, religieux, avec notre tradition, tout ça, c'est un peu différent. On a comme l'impression voilà, qu'on transmet à nos enfants ce que nous, on a appris de nos parents. Et puis voilà que les choses changent énormément. Et puis c'est important d'inviter nos enfants à dire les choses différemment. Ils nous ont surpris. Vous savez, c'est le seul moyen pour détecter d'abord les défaillances. Toutes les défaillances de l'apprentissage. Si on ne fait pas participer, si on ne communique pas avec nos enfants, on ne saura jamais le vrai retour. Comment ils communiquent, comment ils écrivent, comment ils peuvent crier, comment ils peuvent vraiment... Vous touchez un point très important à Aïda Mchri, justement. Comment pouvoir écouter finalement le stress d'un enfant ? Parce que c'est pas évident. Hein. Là, vous parlez d'écouter les enfants, de leur donner la parole, qui est une chose extraordinaire. Mais c'est vrai, finalement, comment savoir qu'un enfant subit un stress ? Si vous permettez, avant de répondre à cette question, je peux rebondir sur un petit point. Aujourd'hui, il y a des mutations sociales très importantes. Et c'est comme si les parents sont hors temps et que les enfants sont dans un train TGV à grande vitesse. En plus, aujourd'hui, les familles sont plus dans le paraître que dans l'être. Aujourd'hui, on regarde plus l'enfant, l'adolescent de la voisine qui passe son bac que son propre fils. Absolument. Mais ça, c'est de l'imitation dangereuse. Voilà, c'est juste pour revenir à... Alors, comment pouvoir écouter son enfant ou le stress de son enfant ? Écouter son enfant. Alors, vous ne pouvez pas connaître et reconnaître votre fils si vous ne communiquez pas avec lui. La communication, elle commence dès le berceau. Si votre fils arrive à 16-17 ans, il va passer le bac. Alors vous vous rappelez maintenant, votre fils va passer le BEM ou le bac, je vais communiquer avec lui. Mais ça ne peut pas marcher. La communication, c'est pour ça que le bac, le BEM, ça se prépare bien avant. C'est cette communication de préparer son enfant à des échéances, à des stations de la vie. Ben oui, votre enfant peut vous dire s'il a un bon contact de communication, vous allez le sentir. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît son fils ou sa fille comme la maman ou le papa. Quels sont les symptômes, professeur ? Oui, j'allais venir justement. Oui. Votre enfant dort mal. Votre enfant, il fugue. Votre enfant ne rentre pas. Mange mal. Il préfère plus les tablettes qu'autre chose. Il est dans des conduites d'évitement.
C'est-à-dire que le point focal qui est l'examen, il ne s'intéresse pas. Il va vous le montrer. Parce qu'il ne va pas vous dire que je ne passe pas mon bac. Mais c'est à vous. Parce qu'il va vous donner à vous de décoder votre enfant. Ça, c'est quand il y a des communications. C'est pour ça que la communication intrafamiliale est importante. Aujourd'hui, justement, on est dans un temps où il n'y a plus de communication au sein de la famille. Vous savez, l'enfant est dans une chambre, la maman dans une chambre, et puis il n'y a pas de communication. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décoder votre enfant. Et alors, quand est-ce que vous allez décoder? Quand il fait une faute, par exemple. Une faute. Par exemple, il y a des enfants aujourd'hui, des adolescents, ils vont à l'école buissonnière. Alors, il ne part pas à l'école, il a son bac, il ne part pas à l'école, alors il vous fait montrer qu'il est en train de préparer. Votre enfant n'est même pas à l'école et vous n'êtes même pas au courant. Oui. Voilà, il y a tout ça, tous ces signaux, il faut les décoder. Mais je suis désolé, quand vous ne suivez pas votre enfant, vous ne voyez pas les enseignants de l'école, c'est pas normal. Donc, ce désintéressement des parents auprès de leur enfant fait que l'adolescent vous donne un retour. Mais si vous êtes à cheval avec votre enfant, il dort à temps, il se réveille, il mange pas. Un accompagnement, en fait. Ben oui, là, vous allez comprendre que votre enfant, il est prêt ou pas. On parle beaucoup des parents, mais est-ce que l'école aussi n'a pas une part de responsabilité finalement? On dit qu'une école à la maison, une école est défaillante lorsque la maison se transforme en une deuxième école. Ce qui est le cas un peu en Algérie malheureusement aujourd'hui. On voit que les parents refont carrément les cours pour leurs enfants pour qu'ils puissent suivre. Est-ce que il n'y a pas aussi une part de responsabilité? Parce que ça aussi, c'est un stress supplémentaire. Lorsque l'enfant rentre, il est censé se reposer, il se retrouve à refaire les cours. Il se retrouve à refaire les cours, il se retrouve à chercher un peu le programme, étant donné qu'avec la pandémie du Covid, il y a eu quand même une adaptation par rapport aux horaires et le nombre des horaires. Vous savez que beaucoup d'enfants, ils ont décroché, ils n'ont pas trouvé le rythme pour pouvoir vraiment habiter cet apprentissage, le phénomène d'apprentissage sur la journée ou dans les semaines, les mois qui se succèdent. Et à partir de là, il y a comme quelque chose qui a bouleversé un tout petit peu ce phénomène d'apprentissage chez les enfants, là où on peut voir les parents qui se plaignent un tout petit peu de ce décrochage, de l'épuisement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose, un phénomène qui nous invite de voir de près, la relation et la motivation dans les cours, dans l'apprentissage lui-même. Ils ont tellement banalisé un tout petit peu le processus, ça c'est devenu comme quelque chose qui n'a pas donné son vrai fruit par rapport à l'apprentissage lui-même, que ce soit dans les langues, que ce soit par rapport aux notes, par rapport à l'apprentissage lui-même. Et je crois qu'aujourd'hui, le souci des parents est de pouvoir retrouver les formules, comment je peux accompagner mon fils, comment je peux vraiment l'aider à ce qu'il puisse vraiment aimer ce qu'il fait sans que je puisse utiliser une pression, sans l'obliger, sans le forcer vraiment à habiter un espace à la maison. Et je crois que le déclic, il est entre institutions et... J'aimerais faire réagir justement, professeur Tapti, là-dessus. Comment réagir avec un enfant justement qui est un peu feignant, on va dire, parce que c'est le cas de beaucoup d'ados. Hein. Est-ce qu'il faut faire une pression, l'accompagner, le cadrer, ou le mettre devant sa responsabilité tout simplement? Vous savez... Même s'il risque l'échec. Il n'y a pas d'enfants feignants, il n'y a pas d'enfants très intelligents. Tous ces enfants, Les enfants de maintenant, quand même, préfèrent être devant un jeu où, en même temps, il y a beaucoup de tentations, hein, professeur Tapti. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais ça a un lien avec l'école. Il y a un mot en français, c'est l'intéressement de l'enfant. Aujourd'hui, à l'école, les parents ont un rôle éducatif. L'école, elle a un rôle pédagogique. Aujourd'hui, je suis désolé, avec le rythme scolaire infernal. Et à l'enseignant d'intéresser l'enfant et l'adolescent. Si vous intéressez pas l'élève, il peut pas s'intéresser. Alors, ils vous disent, moi, je déteste la matière. L'adolescent ne déteste pas la matière. Il déteste le prof. Il déteste le comportement du prof et tout. Ça, c'est un stress. Donc, c'est un stress à prendre en considération. Et pour répondre à votre question qui est, si vous permettez, c'était... Oui, alors je disais, est-ce qu'il faut laisser l'enfant devant sa responsabilité, même s'il risque l'échec? C'est-à-dire, même si un enfant n'est pas travailleur, on ne va pas lui faire trop de pression. Non. Même s'il risque d'échouer. La responsabilité, elle commence déjà à la maison. C'est-à-dire qu'il faut commencer à responsabiliser l'enfant dès le jeune âge. C'est-à-dire après, ses responsabilités augmentent de volume au fur et à mesure. Bien sûr qu'il faut le responsabiliser. Il faut qu'il sache qu'il a un échéancier. Il faut qu'il respecte son échéancier. Mais il faut communiquer avec lui. Il faut toujours lui dire, écoutez, vous avez un examen. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà votre planning. Et s'il y a
réussite, c'est magnifique, on va tous la partager, par exemple. Hein. S'il y a un échec, il n'y a pas de souci, vous allez refaire. Vous allez corriger, c'est-à-dire apprendre l'autogestion à l'adolescent de se recorriger là où il y a des lacunes. Mais aujourd'hui, il y a un autre phénomène. C'est-à-dire qu'on ne responsabilise pas, on assiste toujours cet adolescent. L'adolescent doit prendre ses capacités d'étudier tout seul, par exemple. Aujourd'hui, il y a des cours de soutien, alors qu'il y a des adolescents qui ne nécessitent même pas. Ça, c'est pas une... Ça devient un automatisme. Eh ben oui, là, vous ne donnez pas la responsabilité, je suis désolé. Aujourd'hui, si vous assistez quelqu'un avec des cours de soutien, le jour du bac, il suffit qu'il ne fasse pas les cours de soutien, qu'il va se retrouver tout seul, et ben c'est l'échec, par exemple. Donc, la responsabilité, ça commence très jeune, très très jeune, mais c'est une responsabilité qui porte, c'est-à-dire la taille de l'adolescent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander plus qu'il en faut. Le problème, il est là. C'est-à-dire que la société, il y a des exigences sociales aujourd'hui extrêmement importantes. Les parents s'intéressent plus aux exigences sociales qu'à leurs exigences. Vous disiez tout à l'heure, ils sont plus dans le paraître. Ils sont plus dans le paraître. Après, c'est les adolescents, les enfants qui payent, malheureusement. Aïda Mchri, dites-nous, est-ce que... Alors, on a parlé un peu des enfants paresseux, bien que le professeur Tapti n'était pas d'accord vraiment avec moi, mais est-ce que ce genre d'enfants sont moins exposés au stress par rapport aux enfants qui sont plutôt dans l'ambition? Alors, est-ce qu'un enfant ambitieux risque plus d'être stressé qu'un enfant paresseux? Vous savez, moi je dirais le contraire. Hein. Vous savez, le burning out ou cette maladie d'épuisement scolaire, ce phénomène, il est par rapport à ces enfants qui s'accrochent, qui sont là, motivés, qui n'arrivent pas justement c'est ce que à je disais, balancer. oui. C'est ce que je disais. Je disais que les paresseux sont protégés finalement, quelque part. C'est ça? Vous savez, voilà, le phénomène... Il ne faut pas qu'on les encourage non plus. Hein. Voilà. Mais, je dirais, voilà, il faut faire attention. Je crois que c'est là où il faut écouter vraiment les vrais symptômes. Voilà. Pour la simple raison que, voilà, ce n'est pas science exacte, ce n'est pas forcément la même chose pour tous les enfants. C'est clair. Vous savez, ça, on peut retrouver quelqu'un qui a l'art de séduire les maîtres, les parents, qui est là à exploser son vraiment pouvoir, à installer ses limites et ses barrières pour pouvoir vraiment lâcher prise dans tout ce qui peut nourrir sa vie, dans le plaisir, l'échange, le jeu, les amis, les loisirs, tout ce qui peut nourrir sa vie, sa vraie vie du quotidien. Mais voilà, un enfant paresseux, excusez-moi, mais s'il ne saura pas aussi habiter l'espace pour pouvoir vraiment saisir les moments de l'apprentissage, s'il ne saura pas vraiment se projeter par un objectif très clair, très défini, je crois que voilà, on peut louper quelque chose et on peut retrouver surtout des enfants qui sont très très intelligents et voilà, il suffit juste de recadrer, qui passent à côté pour la simple raison qu'on n'a pas su vraiment les motiver pendant les périodes sensibles, difficiles, pour les projeter justement, arriver à construire leur propre imaginaire, de pouvoir vraiment réaliser quelque chose et puis surtout de les applaudir quand il le faut. Je crois que maintenant, j'aurons la barre vers les parents. C'est important de pouvoir aimer, d'applaudir, de reconnaître ce que les enfants sont en train de mettre, de ce que les enfants sont en train de réaliser. On est plus dans la sanction en fait que dans l'inverse. Voilà. On est plus dans la sanction. Et c'est pour ça qu'on casse un tout petit peu. On n'est pas dans la construction à la réparation pour pouvoir les projeter. On est plutôt dans quelque chose qui peut détruire ces efforts qui sont nobles et puis c'est le... Est-ce qu'il ne faut pas punir finalement? Est-ce qu'il ne faut pas punir, professeur Tapti? Ah non, la punition, moi je suis entièrement contre. On ne punit pas un enfant. Même un enfant qui ne travaille pas? Non, on ne le punit pas, au contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de stimuler l'enfant... Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'adolescent paresseux. Il est paresseux dans les études, dans un contexte. Mais il faut chercher pourquoi. Pourquoi l'enfant paresseux, vous lui donnez une tablette, il devient lumineux, extraordinaire. Vous lui dites, vous faites un match de foot, il devient extraordinaire. Vous trouvez normal qu'il est paresseux au niveau de l'école? Au niveau des études. Donc il y a un problème. Maintenant, si c'est un enfant qui a des difficultés autres, c'est un enfant qui déprime, c'est un enfant qui est triste, c'est un enfant qui a perdu, je ne sais pas, ses capacités, donc il faut chercher la cause. Mais nous, chez nous, le problème, on ne consulte pas. Un enfant qui a des difficultés scolaires, il faut consulter. Il a des phobies scolaires. Peut-être, vous savez... Un enfant construit sa personnalité sur un sentiment d'échec. C'est pas possible. Aujourd'hui, on reprimande des enfants, on leur dit vous êtes bon à rien, vous êtes nul, vous n'arrivez pas à travailler. Et ça, c'est un sentiment d'échec. Mais cet enfant, il va construire ça, il arrive au bac, même s'il a des compétences. Les compétences chez les adolescents, ils en ont. Moi, j'y crois à nos enfants. Et il faut les chercher, il faut faire de la bonne exploitation. Si on ne fait pas cette exploitation, eh ben, on rate son enfant.
Alors je reviens, si vous permettez, de dire quelque Bien chose, sûr. parce qu'on demande des exigences. La période la plus importante, c'est cette entrée dans l'adolescence. Vous savez, il y a des enfants qui ont des capacités extraordinaires dans la musique, dans le foot et tout. Est-ce qu'ils sont plus vulnérables, justement, à cet âge-là? Parce que ils vous donnent l'orientation. Le BEM, par exemple, oui, c'est un âge très sensible. Très important. Voilà. Ils vous donnent l'orientation. Vous savez, il y a des enfants qui vous disent, moi, je ne suis pas fait pour des études. Moi, je suis pour faire du foot. Moi, je suis un excellent musicien. Mais, bon de Dieu, respectez le choix de votre enfant. Orientez-le dans le bon choix. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant va faire de la résistance. Alors, vous ne voulez pas que je sois musicien? Vous voulez que je fasse des études? Vous allez voir. Je vais faire l'échec à moi-même pour le bac. Comme ça, quand je rate mon bac, je ferai de la musique. Vous voyez, donc il faut écouter son enfant. Il faut l'accompagner. C'est cette communication qui manque au sein des couples et au sein de la famille. Est-ce que le manque de confiance aussi est un facteur qui augmente le stress? Moi, je dirais la confiance, l'estime de soi, c'est quelque chose, moi, je dirais, l'axe majeur dans la personnalité, la construction de la personnalité de l'enfant. Comment on peut le nourrir dans tous ces processus de l'apprentissage pour lui donner confiance, justement, pour qu'il sache qu'il a construit, avec un sourire, avec un câlin, avec un regard qui est très tolérant, avec un conseil, avec une main, avec la maman qui... Là, on est à 10 jours des examens, un peu moins peut-être pour le BEM, 10 jours à peu près pour le bac, puisque c'est le 20. Je dirais des phrases très solides, avec qu'est-ce qu'il faut faire pour donner confiance à nos enfants? Je crois qu'il y a quelque chose de nous-mêmes. Vous savez, ce qui nous lie aujourd'hui, il y a quelque chose de très profond. Il y a quelque chose qui passe dans le regard, comme ça. Si moi, je reconnais déjà, il y a quelque chose en moi qui accepte déjà le contexte et j'ai confiance en lui, il y a quelque chose qui se transmet directement. Avoir cette stabilité pour pouvoir cadrer un tout petit peu tout ce qui est énergie à la maison. Ça se passe dans le regard, dans l'échange. Quand j'ai confiance et je sais qu'il va le faire, c'est dans une parole, c'est dans un échange, c'est dans un simple geste. Mais vous savez, si je donne le contraire... Avoir de bonnes notes, c'est pas finalement... ce n'est pas un gage de confiance en soi, non? Vous savez, tout dépend comment on souligne la bonne note. Vous savez, aujourd'hui... S'il a un 18, et moi je dis pourquoi vous n'avez pas eu un 18, un 19 ou un 20 sur 20, je disqualifie la valeur. Ça existe, il faut dire que ça existe. Ça existe, oui, pour la simple raison qu'il y a des parents qui peuvent, dans leur échec, ils projettent leur enfant pour réussir mieux. Et je crois que c'est justement, c'est dans cette parole qui est non dite qu'il faut vraiment qu'on s'inscrive tous. C'est de pouvoir vraiment ayer confiance dans la relation avec l'autre et puis lui permettre de vivre ce qu'il a à vivre avec ce qu'il a comme outil. Vous savez, les expériences, on ne saura jamais comment on pourra nous-mêmes passer nos examens à l'âge adulte avec ce qu'on a comme bagage et expérience. On peut rater les examens les plus faciles par rapport à nous, mais la simple raison, c'est de pouvoir saisir le moment de croire qu'on peut faire et on peut sauter, on peut aller au-devant de la scène. Et je crois que tout l'apprentissage de la vie vient justement de ce processus dans lequel on invite les professionnels, surtout les enseignants, de faire confiance, de motiver un tout petit peu, mais aussi les personnes proches, les grands-parents, les parents, de pouvoir vivre vraiment un climat serein pour pouvoir les inviter à réussir. Peut-être qu'il ne faudrait pas dire, on a tendance à dire je suis fier de toi peut-être pour son fils, mais dire tu peux être fier de toi. Alors c'est une forme aussi de responsabilisation quelque part. Oui, vous savez, dès le début de la vie de l'enfant, tout est basé sur une affection sécure, une affection non sécure. C'est-à-dire que déjà, l'enfant développe cette sécurité qui lui a été donnée par sa maman et ses parents. Maintenant, il arrive à un stade où il doit être en contact social, il doit affronter la société et l'environnement. Écoutez, il faut avoir des renforçateurs positifs. Je reviens à votre question. Il faut faire confiance à son enfant. Il faut le valoriser. Il faut renforcer son estime de soi. Même si vous savez que votre enfant des moyens ou au-dessous de la moyenne. J'irai encore plus loin, des inaptitudes. Valorisez votre enfant. Dites-lui que vous êtes le meilleur, vous êtes capable. On est là, mais pas avec des paroles. L'enfant est sensible aux gestes aussi. Si vous faites des gestes avec lui, vous vous mettez à table, et vous travaillez avec lui, et surtout ne promettez pas. Si vous promettez et vous n'exécutez pas, vous n'êtes pas un bon père. C'est-à-dire qu'accompagner, il faut que l'enfant sente la sécurité en vous. C'est la sécurité qui ressort, celle mais promettre, ça peut être motivant aussi. Il faut promettre, mais il faut exécuter. Voilà. Vous savez, il y a des enfants, enfin des parents, vous savez, vous aurez votre bac, je vous achète une voiture. Promesse. Oui.
Ben écoutez, il enregistre, il fait des efforts, il fait confiance à son papa, et vous ne lui achetez pas la voiture. Vous imaginez la déception qu'a cet adolescent? Il va vous traiter de menteur sans vous le dire. Il ne vous fera plus jamais confiance. Parce que lui, il a eu un engagement, il a travaillé, il a eu son bac, et vous ne le faites pas. Et là, ça va créer un manque de confiance, et il y a une courroie de transmission qui sera cassée. Non, vous promettez à votre enfant, sinon ne promettez rien. Oui. Aïda, dites-nous qu'est-ce qu'on craint finalement lorsqu'un enfant subit un stress permanent, un stress chronique? On craint l'inhibition, quelque chose qui peut vraiment le dévier de son parcours, quelque chose qui pourra vraiment le basculer dans un monde de stress, d'angoisse, de douleur et de souffrance, là où probablement il ne va pas nous dire. Vous savez, ce qui nous invite aujourd'hui à habiter tout ce contexte de signalement, d'accompagnement des enfants, c'est justement pour pouvoir éviter ces moments difficiles, pour permettre à nos enfants de s'épanouir. Et puis voilà, on est tous, je crois, à la recherche de bien-être de nos enfants, à leur rythme, comme ils peuvent, comment on peut nous. Je crois que c'est à nous de pouvoir vraiment trouver cette partie bonheur dans ce qu'on échange, ce qu'on construit avec eux. Sans ça, je crois qu'on aura tous des difficultés à trouver un peu nos repères, parce que vous savez, la vie n'est pas parfaite, et puis voilà, elle nous invite à vivre un peu les obstacles, à vivre les aléas, et je crois que c'est la leçon de vie. Comment je pourrais inviter mon fils à vivre justement les moments difficiles, juste en le rassurant, pour lui expliquer qu'il va rencontrer des gens qui ne sont pas à la hauteur, qu'il va rencontrer des expériences difficiles, qu'il va vivre des examens vraiment difficiles, là où il ne saura pas peut-être tourner la page pour lire la suite et puis avoir une note. Je crois que maintenant, c'est l'expérience de vie qui nous invite à vraiment habiter cette relation avec nos enfants, pour leur permettre justement comme ils l'ont fait, nos parents, comme le font les gens spontanément avec leur intuition, c'est de pouvoir aimer et puis rester dans le processus d'apprentissage qui est, je crois, que l'axe de notre existence, pour pouvoir permettre à nos enfants d'améliorer leurs compétences et d'apprendre et de continuer à apprendre. Oui, alors vous nous avez parlé un peu des conséquences du stress. Je pense que vous venez de tendre une perche à notre chroniqueur Dr Abbas Mjdel. Bonsoir. Bonsoir. Et vous nous parlez aujourd'hui justement des conséquences du stress. Ils sont nombreux. Il y a des conséquences biologiques, somatiques, psychologiques aussi. Ce que vient de développer un peu Aïda Mchri. Absolument. Nous parlerons ce soir du stress et de l'anxiété en général et de leurs conséquences. Il faut savoir que le stress et l'anxiété sont considérés aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé, par toutes les sociétés savantes spécialisées, comme un facteur pathogène extrinsèque dûment vérifié et à l'origine de pas mal de problèmes de santé, qu'ils soient chroniques. Je vais citer la maladie de Crohn, de psoriasis, dont le stress joue un rôle direct, ou sinon des stress aigus qui peut être à l'origine d'accidents somatiques qui peuvent être graves, l'accident vasculaire cérébral, la décompensation d'un diabète, ou sinon carrément l'infarctus du myocarde ou la crise cardiaque. C'est un phénomène mondial qui est dû à toutes nos habitudes de vie qui ont changé, toute la pression que nous subissons, le burn-out dans le milieu de travail est à l'origine carrément d'un nombre très très important de suicides de par le monde. C'est pour cela qu'il est important aujourd'hui de tendre l'oreille aux spécialistes pour savoir quelles sont les ressources qui peuvent nous permettre de nous débarrasser de ce stress qui est négatif et de ces émotions toutes négatives. Oui, justement, aujourd'hui, il y a une palette, j'ai envie de dire, de soins ou d'accompagnement qui sont proposés. Absolument, mis à part les moyens pharmacologiques, tous les médicaments, les anxiolytiques, les antidépresseurs, etc. La psychothérapie a beaucoup évolué, beaucoup de méthodes sont mises à la disposition des patients. Encore faut-il qu'ils en soient conscients, encore faut-il qu'ils adhèrent aux thérapies qu'on leur propose. Qu'ils consultent aussi. Qu'ils consultent, évidemment, parce qu'on considère, entre guillemets, que c'est normal d'être stressé, de subir des pressions dans un milieu scolaire ou dans un milieu professionnel, alors qu'il n'en est pas le cas. Des méthodes comme la relaxation. La relaxation est une méthode tout simplement basée sur des exercices respiratoires. Une respiration qui va commencer par une inspiration profonde abdominale, une expiration qui est progressive, qui va passer de la cavité abdominale vers la cavité thoracique, vers les épaules pour les élargir, et une expiration lente et progressive va permettre un relâchement. Des exercices comme ça qui sont répétés pendant 10 minutes, 2 à 3 fois par jour, du moins pendant les périodes de grand stress,
peuvent permettre à la personne de se sentir beaucoup mieux. Alors l'hypnose, l'hypnothérapie est une méthode aussi qui est validée dans la lutte contre le stress. Oui. Ce n'est pas l'hypnose qu'on utilise par exemple en milieu chirurgical ou dans d'autres milieux, c'est une hypnose qui est superficielle, qui va garder un niveau superficiel de vigilance qui permet au thérapeute un petit peu de suggérer un état de relâchement, de relaxation de la musculature et de tout l'appareil psychologique en réalité afin de réduire les pressions. L'hypnothérapie est reconnue aussi comme une méthode très validée dans la lutte contre le stress. Pour faire plus simple, l'activité physique, le sport est un moyen très important de lutte contre le stress. Lorsqu'on fait du sport, notre corps va produire des endorphines et les endorphines sont considérées comme une des hormones du bien-être. Les endorphines vont permettre un relâchement musculaire, une meilleure perception de son entourage et un moyen de mieux percevoir les contraintes de tous les jours, du moins par rapport au fait que l'activité physique permet une meilleure vascularisation cérébrale et donc une meilleure activité cérébrale, et en plus du fait qu'on ne demande pas aux gens d'être des sportifs de haut niveau, mais tout simplement de pratiquer l'activité physique qui leur est la plus adaptée. La marche active, la marche dynamique est un excellent exutoire et qui permet de se relâcher et de surpasser les situations de stress. Alors, le message qu'on voudrait passer aujourd'hui, évidemment, c'est de ne pas hésiter à consulter un médecin généraliste, un psychiatre, un psychologue lorsqu'on sent justement que cette pression, que cette anxiété, que ce stress nous dépasse et nous inhibe dans notre activité de tous les jours. Merci beaucoup Abbas Michdel pour toutes ces explications. Je reprends de là où vous êtes arrêté. Alors, un stress qui nous inhibe de toutes, j'ai envie de dire, nos capacités et qui nous freine. Quelles sont les répercussions qu'on peut observer? Alors peut-être des troubles digestifs, ça on le connaît, des accélérations des fois du transit à la veille de l'examen ou le jour même. Quels sont les autres symptômes qu'on peut observer chez l'enfant? Ben oui, c'est des attaques de panique, généralement, c'est un état d'anxiété, donc c'est un cortège somatique. Vous avez toutes sortes, vous avez d'abord des tremblements, vous avez des insomnies, vous avez une hypersudation, vous avez des tachycardies, vous avez des douleurs musculaires, vous avez manque d'appétit, vous avez... Tout le cortège somatique peut apparaître et ça devient dangereux. C'est-à-dire que par la suite, ça peut inhiber encore gravement. C'est-à-dire que le jour de l'examen, pourquoi 10 jours, là c'est une période très importante. Oui. C'est une période d'autogestion. Donc il y a l'avant l'examen et attention, il ne faut pas oublier le jour de l'examen qui est important. Alors cette semaine, si vous permettez de donner un peu quelques conseils. Bien sûr. Alors cette semaine elle est très importante, c'est-à-dire qu'il faut surtout ne pas tomber dans un phénomène qui s'appelle la saturation cognitive. Il faut surtout évacuer son stress avec beaucoup de méthodes. La meilleure façon, c'est l'hygiène de vie. La respiration aussi. Oui, ça fait partie d'une activité sportive. L'hygiène de vie, c'est surtout, moi j'insiste et je persiste, c'est de bien dormir. Oui. Le sommeil est générateur de la santé. Bien manger. Quand je dis bien manger, c'est manger sain et équilibré. Oui. Surtout, diminuer un peu de la cadence des révisions. C'est très important parce que si vous tombez dans la saturation, vous allez avoir un blocage. Ça, c'est surtout la veille, l'avant-veille. Oui, enfin, toute la semaine non, diminuer progressivement, c'est-à-dire à atteindre un minimum la veille, après le jour de l'examen. C'est-à-dire que ce sont des précautions que les parents, là, la responsabilité parentale est engagée. C'est le réveil matinal, dormir bien le soir, bien se préparer. Parce que ça, c'est le stress de dernière minute, on l'a vu. Qui est handicapant. Très handicapant. Voilà. C'est-à-dire que, donc, c'est le rôle des parents. Et surtout un phénomène très important, je tiens à le préciser, c'est une semaine cruciale, il faut éviter les appels téléphoniques, il faut éviter tout le stress exogène. Vous savez, c'est une période de rumeurs. Les écrans aussi, professeur, bien sûr. par exemple parce que les enfants d'aujourd'hui ont tendance à consommer beaucoup d'écrans. Alors là, mais quand vous avez les écrans, c'est la lumière bleue, on ne dort pas, Non, il faut éviter tout ça. Et surtout un phénomène qui a pris de l'ampleur ces derniers temps, c'est le phénomène des rumeurs. Oui. Le phénomène de rumeur, donc bien sûr, qui trouve son réseau dans les appels téléphoniques, dans les applications et tout, ça stresse énormément. Donc évitez tout ce qui est communication numérique et digitale. Restez
dans votre petit coin ou avec vos livres, avec vous. Restez, ne communiquez pas négativement avec le monde extérieur. C'est très très important. Vous avez parlé de révision, hein, professeur Tapti. Alors, on a tendance à dire qu'il faut se lever le matin pour bien réviser. Est-ce que c'est vrai finalement ou non? Chacun a son rythme. Il y a des gens qui peuvent très bien réviser, même le soir. Alors, est-ce qu'il faudrait conseiller, par exemple, qu'on se lève le matin pour réviser? Moi, je crois que dans le rythme, le nombre d'heures de sommeil, tout dépend comment les familles s'organisent. Vous savez, il y a des enfants qui ont plus d'espace, une capacité à pouvoir assimiler fin de journée. Ils ont une grande difficulté à pouvoir vraiment se réveiller très tôt au matin pour pouvoir vraiment s'enchaîner. Il y en a d'autres là où c'est vraiment voilà, une habitude familiale, là où ils se ressourcent justement. Pour qui c'est compliqué de se lever le matin, c'est ça? Absolument. Oui. Je crois que, voilà, dans l'échange, le plus important, c'est de gagner les bonnes heures de sommeil, un espace de qualité aussi, et un repas équilibré. C'est comment on peut se nourrir, justement, pour pouvoir trouver cette énergie. Et je crois que, voilà, le rôle des familles, c'est de pouvoir tourner autour de ces questions pour pouvoir vraiment trouver dans le simple, le quotidien, comment les mamans, elles peuvent revenir à elles-mêmes dans leur manière de faire, de construire quelque chose qui pourra nourrir leurs enfants sans vraiment casser les habitudes. Vraiment, il ne faut pas les déraciner. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui a été fait durant l'année, c'est des habitudes, c'est une dynamique familiale qui s'installe tout au long de l'accompagnement des enfants. Ce n'est pas la veille ni jour J qu'on va vraiment inventer des outils ou une manière d'accompagner. Il est inutile, peut-être qu'il faut retenir qu'aujourd'hui, il est inutile de se ruer la veille de l'examen à ce qu'on n'a pas révisé. Par exemple, si on n'a pas pu terminer, ça ne sert à rien. Et être, puisque vous parlez depuis tout à l'heure de positivité, absolument, de pensée positive, peut-être se concentrer plus sur ce qu'on a fait. Absolument. Voilà. Je crois que se projeter justement avec cette intonation, d'inviter l'enfant à se projeter aussi dans sa pensée. Vous allez faire, vous pouvez, vous construisez. Voilà, il y a quelque chose qui s'installe aussi dans l'échange qui n'est pas des moindres. Vous savez, ça c'est, si on parle de cette partie psychologique, hein, le côté somatique, bien sûr, il est là palpable. S'il a faim, s'il a peur, s'il a mal, il a froid parfois. Oui, voilà. On a déjà vu ça, oui. Oui, je ne m'habille pas comme ça. Il y a quelque chose comme ça dans le sommeil qui nous invite à voir les choses de près. Mais voilà, dans le psychologique, je crois que l'enjeu, il est là. Comment pouvoir vraiment motiver et pouvoir inviter. Des fois, voilà, on peut se projeter dans les jeux de rôle ou les idoles. Hein. Vous savez, on peut donner des exemples, projeter, mais surtout rassurer, revenir à canaliser un tout petit peu tout ce qui est anxieux. Je crois que ce que les familles vivent les derniers temps, c'est un temps de stress, là où ils ne le verbalisent pas dans leur comportement, mais ils le projettent sur les enfants. Je crois que c'est une dynamique tout autour de l'enfant qu'il faut recadrer, voir de près. Alors, positiver toujours, penser en termes de réussite, comment le faire? Voilà. Bien sûr, chaque papa ou chaque maman espère la réussite à son fils, mais c'est une réussite mesurée. Vous savez... Non, je parle plus pour l'enfant, hein, comment le mettre dans cet état d'esprit, c'est-à-dire penser en termes de réussite, ne pas être dans le négatif. Vous savez, chaque adolescent, chaque enfant qui passe, il vous dira « je vais l'avoir ou je ne vais pas l'avoir ». Il connaît ses capacités, il sait comment il a travaillé, il vous le dira de toute façon. J'ai bien travaillé, mais il ne le dira pas à ses parents, parce qu'il a peur de la réaction des parents. On a tous passé le bac, on connaissait notre rythme. Et après... il y a ceux qui sont dans la roulette russe. Il y a des adolescents, ils vous disent, moi je prépare ça, mais je ne prépare pas ça. Ben, ça, c'est assez risque et péril. Hein. Vous savez, il y a des gens, des bacheliers qui n'ont pas préparé, ils sont tombés sur la... Ça, c'est le hasard, vous ne pouvez absolument rien. Mais je ne parle pas, ce n'est pas mon référentiel, ces adolescents. Mon référentiel, ce sont ces adolescents qui passent leur bac dans des conditions parfaites. C'est quoi les conditions parfaites? C'est de vivre dans un milieu protecteur, dans un milieu moins oxygène possible. C'est de donner toutes ces capacités. Elles ne sont pas matérielles. Hein. Matérielles, elles viennent en dernier lieu pour moi. C'est-à-dire un accompagnement, en fait, surtout ces derniers temps. C'est très important. Ça, c'est important. Voilà. Après,
il a toutes ses chances, je dirais, vous avez toutes vos chances de réussir. Maintenant, après, il y a des accidents, miracles qui peuvent survenir, et ça, je crois que c'est extrêmement rare. Il y a une question aussi sur la page Facebook, justement. Alors, toute forme de médicaments pour la concentration, pour bien dormir, et les compléments alimentaires aussi, est-ce que c'est efficace ou ça relève du placebo? Alors ça, mais franchement, c'est à éviter. Je le dis maintenant. Vous savez, éviter toutes ces consommations adjuvantes, en plus de médicaments, de trucs. Il faut éviter. Moi, je dis que si vous mangez bien, vous dormez bien, une activité sportive en parallèle, c'est largement suffisant. Parce que si vous tombez dans un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle l'automédication. Vous savez, vous ne dormez pas, vous allez prendre un comprimé. Un antihistaminique, un anxiolytique, un hypnotique, c'est pas bon. C'est de l'automédication et ça, c'est dangereux. Ça. On termine avec un mot. Alors, pour terminer, on a dit pas de saturation les derniers temps, respiration et sport. On retiendra ça, Aïda Mchri, en un mot. Avec une simulation, il faut se projeter avec un exercice comme ça. C'est comme si on va jouer la situation, se projeter. Je crois que c'est quelque chose qui pourra projeter aussi les élèves pour le jour J. Et puis voilà, de rêver. C'est-à-dire faire un examen blanc à la maison, c'est ça? C'est de chercher un contexte dans lequel on peut se projeter, ne serait-ce qu'à travers le sujet. C'est de rêver et de se projeter un tout petit peu. Ça permet aussi de tuer ou de baisser un tout petit peu toute cette anxiété, de pouvoir vraiment imaginer comment on pourra rebondir, mais surtout l'écouter en dehors du vrai contexte. C'est là où il pourra peut-être partager sa peur. On retiendra le mot simulation, donc on terminera avec ça. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère que le conseil de mes invités vous ont été utiles. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.